Bienvenue à votre émission Regard sur l'avenir sur la chaîne de télévision C360. Et nous sommes très heureux donc de vous savoir nombreux à suivre cette émission et tous les dimanches à partir de 10 heures et rediffusée donc plusieurs fois dans la semaine. Pour cette émission, pour ce numéro, nous allons parler de deux sujets. Le premier va porter sur le nouveau président du Bénin à Niamey et à Ouagadougou. Quelles peuvent être les retombées diplomatiques? Le président Romuald Wadani était donc à Niamey et à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié. Le deuxième sujet donc va porter sur la crise au Sénégal, le pays de la Teranga, comment y sortir. Et pour en parler, nous avons au studio le camarade Bayala Imhotep. Il est le coordinateur du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Le camarade Labidi Naba, porte-parole du mouvement Cause et également un membre du directoire de la CNAVC. Et enfin, le camarade Bakari Kabore, il est donc juriste et analyste politique. Monsieur, bonjour, et bienvenue donc à l'émission sur la chaîne de télévision C360 et surtout merci pour ce temps consacré à la C360. Premier sujet, le nouveau président du Bénin, son excellence Romuald Wadani était à Ouagadougou et à Niamey. Il était à Niamey et puis à Ouagadougou pour une visite de travail et d'amitié. Quel commentaire faites-vous donc de cette visite du président béninois dans deux pays de l'AES, camarade Bayala? Oui, il faut le dire, camarade Chérif, qu'il était devenu un constat pour tous les observateurs, même les moins avertis, que Patrice Talon avait poussé l'outrecuidance de la défense des intérêts impérialistes et de la colonisation française à un stade de non-retour, avec un tel zèle que les propos incendiaires entretenus contre la sécurité intérieure du Mali, du Niger et du Burkina Faso avaient fini par faire de lui un pestiféré. Un pestiféré, une sorte d'esclave de salon assumé et faisant son récit dans une forme d'arrogance et se prêtant même un statut illégitime de moralisateur, de putschiste et de défenseur d'une démocratie dont lui-même est pourfendeur. Et il était aux côtés de Ambalo, qui s'est fait lui-même emballer, l'un des défenseurs d'une force en attente contre les coups d'État. Et cela à l'égard de pays souverains, de pays qui vivent le défi d'un terrorisme international qui leur est imposé à travers des sponsors étrangers et qui se défendent seuls, sans le soutien du Bénin, comme on l'aurait souhaité, voir son président se livrer à une telle cabale colonialiste contre des présidents ayant un élan souverainiste assumé, avait fini par conclure que Patrice Talon n'est ni digne de confiance, ni un homme d'honneur, ni un Africain fiable. C'était tout sauf le type d'Africain auquel on s'attendrait pour conjurer les sorts malheureux de la tragédie qui est arrivée à Patrice Lumumba, de cette tragédie qui est arrivée à Kwame Nkrumah, de la tragédie qui est arrivée à Sékou Touré et à Thomas Sankara, parce que ça a toujours été des Africains qui ont prêté main forte au colonialisme pour atteindre ces objectifs. Cette fois-ci, il n'était secret pour personne que Cotonou, à travers le leadership de Patrice Talon, jouait pour Paris et jouait à visage découvert avec des permis d'implantation de bases militaires et où il offrait gracieusement le nord de son pays à une sorte de base arrière des terroristes afin de leur permettre de remobiliser leur énergie pour remonter à l'assaut des pays de l'AES. Donc il était absolument avéré qu'à partir de cet instant, sur le plan diplomatique et sur le plan de la politique sous-régionale, alors Patrice Talon n'était plus un interlocuteur
crédible, fiable. La seule possibilité pour renouer un dialogue ou un semblant de dialogue avec Cotonou était l'avènement d'un nouveau visage. Ça ne pouvait plus. En tout cas, dans les techniques de médiation, il y a ce qu'on appelle la saturation liée à l'attitude d'un des acteurs clés. Et pour poursuivre les négociations, il faut absolument, à un moment donné, ça devient un principe catégorique absolu. Il faut changer le visage. Et aujourd'hui, l'opportunité d'avoir un Ouadani à qui on a transmis le pouvoir autour d'élections, parce qu'il faut quand même avouer que on se pose la question comment cela est bien possible. Est-ce les performances de légitimité électorale de Ouadani qui l'ont mis là où il est, ou bien il a joui des avantages, ou il a joui d'un certain nombre d'environnements qui a été créé et prédisposé à faire de lui un chef d'État. C'est pas pour rien. Bon, je pense que au moins le Bénin a le mérite d'avoir au moins fait des élections. Au Cameroun, on sait que c'est autour d'un décret que le successeur de Biya est presque désigné. En Côte d'Ivoire, quand on suit l'actualité, on voit très clairement que ce qui est arrivé à Blaise et à son petit frère François Compaoré, c'est ce scénario également qui se dessine au grand mépris de la volonté des masses. C'est pour dire absolument que Ouadani devient une sorte d'espoir de relance d'un dialogue. Et je pense que ça faisait partie de lui-même, son programme politique, pendant ses prises de parole, parce que vous savez qu'il y a un lien démographique très fort entre le Bénin et le Niger, parce que presque la moitié des communautés existantes au Niger et celles existantes au Bénin sont presque des populations intégrées. C'est le même peuple, c'est une même réalité anthropologique. Ensuite, le Bénin, avec le Burkina Faso, a presque la même réalité dans toute sa partie nord jusqu'à la moitié de la partie nord, qui est presque des gens qui sont du Burkina Faso. Donc il y a des réalités démographiques tellement fortes. Ensuite, si on ajoute à cela le fait que Niamey était le seul pourvoyeur économique de la viabilité du port de Cotonou, et que le fait que les pays de l'AES aient tourné le dos à ce port de Cotonou, qui était la deuxième source de l'économie nationale, j'avoue que ça coûte, c'est salé, c'est très salé pour Cotonou. Et l'une des urgences en tant que planificateur et économiste, Ouadani, à l'époque ministre de l'économie, avait compris ce que ça coûtait au Bénin de s'auto-poignarder économiquement. Donc, n'en déplaise à son complexe de défendre Paris, il y a une réalité à résorber. Les Béninois ne sont pas nourris par Paris. Les Béninois sont nourris par leurs efforts quotidiens dans des champs désormais occupés par les groupes terroristes et occupés par l'armée française. Les Béninois sont nourris par une coopération économique sud-sud qui les permettait d'avoir une certaine activité économique et subvenir à leurs besoins ou Talon, dans une certaine gabégie, avait détourné les ressources. Et finalement, Ouadani décide d'engager, et je pense, quelque part, contre la volonté de Paris, parce que je vois très mal Paris voir ce balai diplomatique-là d'un très bon œil. Mais il ne faut pas crier très vite que la main de Paris n'est pas totalement derrière. Mais ce que nous avons déjà vu, c'est qu'il y a une volonté de renouer le dialogue. Ça, c'est un fait concret. Est-ce que ce dialogue va aboutir à telle ou telle chose? Nous n'allons pas spéculer. Mais au moins, il y a cette volonté qui a été affichée. Mais nous avons pu faire le constat que Ouadani est d'abord allé au Nigeria, ensuite passé par le Bénin, par le Niger, qui est un partenaire historique et clé, comme je le disais tantôt. Le Burkina Faso, c'est le président Ibrahim Traoré qui est en exercice du conseil de sages de la confédération de l'AES. Donc il est un acteur clé avec qui il faut discuter et voir les marges d'action à entreprendre ensemble. Mais en tout cas,
Si Ouagadougou ne sait pas, ou Niamey, ou Bamako ne savent pas encore ce qu'ils veulent exactement, ou ce qu'ils attendent exactement de Cotonou, il est clair qu'ils savent ce qu'ils ne veulent plus. Ce qu'ils ne veulent plus, c'est que le Bénin cesse d'être la base arrière du colonialisme français armé. Et ça, si Ouadani l'a suffisamment compris, il a de forts espoirs de renouer les accords économiques avec les trois pays et particulièrement avec le Niger où la frontière est encore fermée. Donc j'espère que véritablement cette action ne soit pas une action de diversion diplomatique de plus, parce qu'on avait presque assisté au même scénario avec l'arrivée au pouvoir du président du triste duo Sonko-Diomaye, qui s'était aussi proposé de faire une campagne de renouer la collaboration et la coopération avec la CEDEAO. Mais on sait que les principes auxquels l'AES tient, c'est qu'il ne veut plus d'ingérence politique, il ne veut plus d'ingérence militaire, et il ne veut pas que ceux qui tiennent le perchoir pour venir commander à la place de Paris le ramollissement des rapports sont en même temps les bases arrière de poudrières terroristes. Donc il faut être suffisamment clair, et je pense que Ouadani doit être au cœur de la connaissance du dossier qui oppose l'AES tout entière aux dirigeants du Bénin dont il était acteur. Et l'avantage d'avoir été acteur, d'avoir été au cœur et d'avoir eu la chance d'être celui-là qui prend la relève aux côtés du palais de la Marina, c'est de pouvoir adresser avec honnêteté, avec courage et avec enfin un esprit de sincérité que les Africains peuvent d'abord se parler en lieu et place de se préoccuper des caprices de Paris. Absolument. Camarade Labedi, c'est vrai, c'est une visite qui dégage pas mal de perspectives pour les États du Sahel, mais également pour le Bénin. Oui, tout à fait. Il faut dire que l'avènement au pouvoir par les élections de Ouadani, du président béninois Romuald Ouadani, cet homme a joué tout de suite la carte du rapprochement avec l'AES, avec ses voisins. Ce qui est une chose normale pour tout dirigeant perspicace et surtout dans le contexte où nous sommes, pour un dirigeant qui veut véritablement construire un système de sécurité fiable pour son peuple. Et donc, ça a commencé par cette invitation des pays de l'AES à son investiture. Ça a poursuivi avec ses premières visites qu'il a justement données aux pays frères, le Niger et au Burkina Faso. Et il faut dire que effectivement, sur un certain nombre de plans, quand il est arrivé ici, le communiqué de presse, le communiqué conjoint le dit d'ailleurs, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan bilatéral, diplomatique, que ce soit sur le plan économique, des questions importantes ont été justement abordées. Et je pense que s'il y a une bonne foi dans toute cette démarche du président Ouadani vis-à-vis des pays de l'AES, sans nul doute, nous devrions assister de façon assez claire à l'expulsion, par exemple, des bases militaires françaises au Bénin. En fait, voilà, ce sont des éléments conséquents pour justement être en phase avec la démarche diplomatique qui est en cours aujourd'hui. Et au plan économique, il faut dire que nos deux pays gagnent beaucoup et le Bénin gagnerait encore plus, en tout cas, à ouvrir son port aux pays de l'AES,
c'est vrai que les pays de l'AES, dans cette situation imposée là, ont trouvé justement d'autres mécanismes. Il y a le Togo avec lequel nos rapports en termes de transactions marchent très bien. Il y a aussi d'autres pays, partant depuis le Mali. Et donc, ça veut dire que les pays africains doivent comprendre une chose. Les peuples africains aujourd'hui aspirent aux mêmes voilà, espérances. Ils aspirent à la même solidarité, à la même union, d'autant plus que, parlant du Bénin et du Burkina Faso, et même du Niger, le camarade Bayal le disait, de façon anthropologique, ce sont les mêmes peuples. Moi-même, je suis gourmandier, mais le goulmou s'étend jusqu'au Togo, au Bénin et au Niger. Au Nigeria. Au Nigeria également. Même au Nigeria. Donc, on même parle du Tchad. Donc, l'Africain devrait tout simplement comprendre que, non seulement par rapport aux dirigeants, quoi, les dirigeants africains doivent comprendre qu'ils ont affaire à un même peuple. Exactement. Et si nous partons dans les différentes ramifications, mais le peuple africain est le même. Et donc, un président béninois qui s'était justement fait le vassal de Paris pour être le porte-parole va-t-en-guerre contre les pays de l'AES, je veux parler de son prédécesseur, aujourd'hui doit comprendre que sa participation, parce qu'il a un poste important dans l'architecture, là, Oui, voilà. Donc sa participation qualitative aujourd'hui à cette démarche-là, qui pourra justement permettre que nos rapports économiques soient beaucoup plus fructueux, c'est de se débarrasser justement de ces tentacules de marionnettes qui le tenaient et d'avancer avec, en tout cas, la démarche dont nous ne voyons que les manifestations. Ça peut être superficiel, mais nous souhaitons que ça soit profond. Parce qu'ici, je l'avais dit, il n'y avait pas grand espoir. Si cette condition était posée, il ne se débarrassait pas de la France impérialiste. Et donc, moi, je gage que nous pourrions faire beaucoup de choses. Et c'est ce que, justement, nous souhaitons au plan économique, militaire, sociologique et tout. Mais il faudra d'abord, justement, qu'à l'intérieur du Bénin, que les rapports entre le Bénin et l'impérialisme occidental de façon assez claire soient rompus définitivement afin de nous permettre justement au plan économique de pouvoir aller, pourquoi pas, vers une monnaie AES où ces pays-là se retrouveront aussi à l'intérieur. Absolument. Camarade Kavoré, une visite donc dans les États du Sahel, notamment à Niamey et à Ouagadougou, c'est déjà quelque chose de bon à prendre. C'est déjà quelque chose il faut comprendre que c'est déjà salutaire. Absolument. Pour les États de l'AES. Et effectivement, parce que c'est les conditions dans lesquelles le président Romuald Ouadani est arrivé doivent quand même augurer effectivement d'une ère de relations apaisées. Vous rappelez très bien, le camarade Bayra l'a tellement si bien dit. Le prédécesseur, l'ancien président Talon, effectivement, comprenait tout ce qu'il a déjà fait. Il a été même le champion lorsque la CEDEAO, effectivement, avait décidé d'en découdre avec le CNSP, qui venait d'arriver au pouvoir en mettant Bazoum sur la touche.
effectivement, le président Talon, au même titre que le président ivoirien, étaient les premiers à dire haut et fort qu'il fallait user de toute la force pour aller remettre effectivement l'ordre constitutionnel en place à Niamey. Et donc, dans ces conditions, il faut comprendre qu'il a continué depuis et durant tout son mandat à avoir cette même posture. Et donc, du coup, les relations avec le Niger ne pouvaient pas être autres que ce que Talon avait comme velléité, effectivement, de pouvoir transporter l'État néocolonial, effectivement, dans leurs relations. Et il faut comprendre que c'est ce qui a amené, effectivement, la fermeture de la frontière. Et les populations ont beaucoup souffert de cette fermeture. Jusqu'à présent, nous espérons qu'effectivement, avec l'avènement de M. Romial Mboueke Kossi Ouadani, c'est son nom complet, effectivement, son arrivée pouvait nous donner l'espoir. Pourquoi? Parce qu'à travers sa première visite déjà, je vais maintenir effectivement à ce qui s'est passé au niveau de l'AES. Première visite à l'AES au niveau du côté du Niger, de Niamey. Il a été bien accueilli. On a senti effectivement le climat qui était détendu. Et tout le monde était heureux. On a vu le président, le général d'armée, Abdourahmane Tiani qui l'a embrassé, qui l'a reçu. Et c'était très bien. Beau la voir. Alors, il y a beaucoup de choses à comprendre dans cette relation. Parce qu'on a d'abord le fait qu'il y aura une décrispation qui va venir. Ça, c'est clair, c'est un premier message. À travers déjà l'investiture du président Ouadani, il a invité les pays de l'AES à venir. Et tous les représentants étaient là, d'affaires étrangères, y compris le premier ministre du Niger. Donc, ça nous a donné l'espoir qu'effectivement, c'est un bon départ qui commence. Autre chose qui est importante à noter, c'est le fait que le président Ouadani, c'est vrai, nous n'allons pas revenir dans les détails des conditions dans lesquelles il a été élu, mais son programme politique était la vision copiée de la vision de l'AES. Vous pouvez aller lire, consulter son programme. Donc, c'est tout ce que l'AES avait comme vision que le candidat Ouadani, il s'en est approprié. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, du coup, il est revenu vers une politique réaliste par rapport à son mentor et à son prédécesseur Talon, qui apparemment n'avait pas totalement le choix. Il va falloir comprendre, dans une certaine analyse, que M. Talon, il est délivré de cette tâche. Il est délivré parce qu'il était tenu par tous les moyens par l'impérialisme français, parce que les conditions dans lesquelles il s'est enrichi, nous n'allons pas rentrer dans les détails, font que Talon n'avait pas le choix que d'emboucher cette trompette qu'il a eu à siffler depuis tout son mandat au palais de la Marina. Voyez-vous. Donc, son successeur, malgré qu'il soit son dauphin, a les coudées franches d'emboucher une autre trompette sans risquer effectivement d'être rappelé à l'ordre par Paris, ni être tenu sur le plan économique ou autre chose. Voilà pourquoi effectivement il a le courage effectivement d'entamer cette nouvelle aventure avec les États de l'AES. Donc du reste, il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs coopérations à mettre en œuvre. Pour ce qui concerne le Niger, rapidement il faut aller comprendre qu'on a la frontière à réouvrir. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Il y a le pipeline à réouvrir parce que tous les deux États, le Niger comme le Bénin, vont encore en profiter. Et il faut savoir qu'effectivement, c'est le port naturel, le terminal portuaire de Sémé-Bodji, de Cotonou, est le terminal portuaire naturel de l'État du Niger. Donc du coup, tous les commerçants, les hommes d'affaires nigériens qui commerçaient et qui passaient par le port, effectivement permettaient au Bénin et au port autonome du Bénin de pouvoir aussi engranger quelques dividendes. Donc, du coup, voilà un peu les intérêts qui sont très importants. Il a fallu aussi désamorcer la crise parce qu'il y a eu entre les deux peuples une forme qui était les deux peuples, les mêmes peuples, comme vous l'avez si bien dit, mais qui ont amené des situations là où les gens étaient regardés en chien de faïence. On a privé de ces deux peuples des relations commerciales, les denrées alimentaires qui ne passaient plus, alors que les deux peuples entendaient vivre en parfaite et bonne intelligence. Et pour ce qui concerne le Burkina, on a cité dans le communiqué final, le communiqué de presse,
qu'il y a effectivement un accord de coopération qu'il va aller entretenir. Donc, les relations mixtes de coopération ont été réchauffées. On a même reçu une invitation de la part du président Ouadani que le président Faso puisse faire une visite effectivement au Bénin, ce qui sera étudié et géré dans les conditions diplomatiques, comme le communiqué l'a si bien précisé. Donc voilà un peu beaucoup d'avantages qui pensent qu'avec le nouveau président, la lutte contre le terrorisme va prendre une certaine forme de sérieux. Il y aura des relations, une embellie dans les relations, parce qu'on estime que le président Ouadani aura décidé d'insuffler une nouvelle dynamique dans la lutte contre l'hydre terroriste. Puisque, il faut signifier très important que le jour de pendant qu'il faisait son investiture, on lui a administré une petite piqûre de rappel, comme quoi il faut qu'il tienne compte du fait que s'il décide de ne pas marcher dans la droite ligne de son prédécesseur, alors la piqûre de rappel était des attaques terroristes dans le Nord pour signifier au nouveau président entrant qu'il a tout intérêt à suivre les directives laissées par son prédécesseur. A contrario, il fera l'objet d'attaques comme les États du Sahel. Donc, il a tout intérêt à comprendre qu'il n'y a pas d'ennemis, il n'a pas d'amis dans ces individus-là. Il faut qu'ils viennent prendre une bonne relation avec une lutte implacable contre les terroristes qui n'ont pas d'amis. Et effectivement, donc voilà un peu ce qui pourrait meubler les relations entre les États de l'AES et le nouveau président élu du Bénin. D'accord. Merci donc pour ces analyses. En tout cas, nous allons suivre de près l'évolution donc des accords, de la coopération avec les États du Sahel, en tout cas et le Bénin, pour déjà tirer bien sûr sur certaines questions où nous allons donc opiner sur certaines questions, certains aspects de cette coopération pour déjà déduire si les choses vont dans le bon sens ou les choses partent dans l'autre sens. On espère simplement que les différents pays impliqués donc dans cette dynamique vont sans doute avoir une relation saine avec le Bénin et que ça puisse profiter aux populations de l'AES et du Bénin. Rapidement, oui, camarade Bayala. Je voulais dire que vraiment le chapitre ouvert au Bénin donne la chance à cette masse populaire béninoise qui vit d'admiration et qui meurt d'admiration pour le camarade président Ibrahim Traoré, les dynamiques souverainistes dans l'AES. C'est le temps pour Ouadani, avec courage et lucidité, de savoir que son allié fidèle, c'est le peuple béninois et non toute autre considération. Si il finit par admettre, comme les pays de l'AES, que la boussole de sa gouvernance doit être le peuple, comme l'ont fait comme option ces trois pays, alors Ouadani peut contenir les assauts colonialistes, les assauts terroristes. Parce que le colonialisme et le terrorisme sont deux pièces, sont deux faces d'une même pièce. Alors, quand on n'utilise pas le colonialisme diplomatique pour venir te torpiller, alors, vous voyez, au moment qu'il arrivait à Ouagadougou, il faisait sa tournée, on lui a quand même infligé une attaque terroriste et dont les chiffres officiels parlent de 4 soldats qui sont tombés. Mais les chiffres officieux nous laissent entendre que ça a été une attaque de grande envergure. Et comme l'a dit Traoré, c'est des signaux, c'est des piqûres pour dire que non, nous t'avons accompagné et nous avons assuré ta succession à talons pour que tu poursuives l'agenda néocolonial. Ce n'est pas pour poursuivre un agenda souverainiste. Attention, tes accointances et ton amour avec Tchani nous effraient. Une frontière maintenue fermée pendant environ 2 ans, qu'on annonce ouvrir dans 15 jours, alors Paris ne peut pas regarder ça d'un œil sans réagir ou sans envoyer des signaux pour dire attention, voir ce qui se dessine. Le camarade président Ibrahim Traoré, nous le souhaitons dans les rues de Cotonou. Et nous vivrons ensemble une expérience au-dessus de celle qui avait été vécue lors de l'intronisation du camarade président John Dramani Mahama à Accra. Donc, ça veut dire que je pense que quelque part, Ouadani doit être mu
par aussi cette volonté d'utiliser le pouvoir d'État comme une opportunité rare pour donner de l'espoir aux populations africaines. Et je pense que quelque part, il ne peut pas ne pas être aussi tenté de faire du Ibrahim Traoré. Il est aussi tenté que son nom soit partout aux États-Unis, que son nom soit partout dans l'Afrique, écrit et chanté. Le mérite, non pas d'un fils qui a trahi l'Afrique, mais d'un fils qui s'est réconcilié avec les aspirations profondes d'un peuple qui a tant souffert de la domination, de la spoliation et du massacre de ses leaders. Donc je pense qu'il a toutes les cartes. Nous pensons qu'il a une dose de bonne foi. En tout cas, parvenir à obtenir la nécessité d'une coopération militaire, parce que pour le Burkina Faso, les terroristes sont tellement acculés, affaiblis, sévrés de céréales, sévrés de munitions, la logistique militaire est rare. Où est-ce qu'ils vont se ravitailler? Ils se rabattent sur les pays qui ont le ventre mou pour perpétrer des attaques, pour voler des vivres et voler des munitions. Et je pense que si le Bénin rentre dans l'expérience burkinabé, j'avoue que c'est un coup fatal qui sera donné aux mercenaires de Paris. Absolument. Ce que je voudrais ajouter sur ça, c'est que justement, eu égard à toute cette réalité, une visite du camarade capitaine Ibrahim Traoré à Cotonou, c'est bien beau, c'est bien intéressant, mais je pense que ça devrait être conditionné par des actions politiques fortes, de dénonciation justement des rapports néocoloniaux qui existent encore avec la France et le Bénin. Et donc, eu égard à tout cela, je pense qu'au lieu du camarade capitaine Ibrahim Traoré, ils peuvent recevoir un autre révolutionnaire, le Premier ministre, ou pourquoi pas le ministre des Affaires étrangères. D'accord. Oui, il est vraiment clair que là-dessus, on ne peut pas envoyer le visage de cette lutte de souveraineté dans un nid d'abeilles de soldats français et leurs alliés, les terroristes. C'est une menace, je pense que... Qui n'ont plus aucun code d'honneur. Il n'y a pas de code d'honneur. Oui. Et nous ne sommes pas sûrs d'avoir les Sukhoi russes pour escorter notre avion militaire jusqu'à Cotonou. C'est un enjeu. Il faut que Ouadani comprenne ce qu'il a demandé et ce que cela exige. Et je pense qu'il ne faut pas laisser aussi Ouadani à la seule merci des colonialistes. C'est une bataille. Le colonialisme bataille en ce moment pour avoir Ouadani de son côté. Nous aussi, nous devons batailler pour l'arracher des griffes du colonialisme, pour l'avoir avec nous, parce que c'est une conquête indispensable. Et je souhaite à Ouadani de trahir Talon. Il y a des trahisons qu'il faut revendiquer. Et celle-là, je la réclame de vive voix. D'accord. Merci donc. En tout cas, l'appel a été entendu. On va donc aborder la question donc, du Sénégal. Le Sénégal qui a mal à sa démocratie. Est-ce que peut-on parler de crise politique bien sûr, dans la gouvernance PASTEF, c'est la préoccupation, la question à poser. Camarade Kabouri. Alors, il faut comprendre la situation politique au Sénégal est en train de surprendre plus d'un. Moi, j'étais totalement surpris lorsque j'ai vu l'évolution de la situation. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, en la personne de M. Ousmane Sonko, dit clairement que il a répété le mot lors de sa conférence de presse, il a répété le mot à peu près 3 fois. Éviter la provocation. Entre les partisans du président Diomaye Faye et lui, les partisans qui sont restés avec lui, fidèles à lui au niveau du PASTEF. C'est curieux, moi je ne sais pas que ces propos-là pouvaient venir entre ces deux hommes. Alors, il faut comprendre qu'effectivement, là où nous sommes en train d'aller, alors il y a beaucoup de ministres issus du PASTEF qui avaient été contactés, consultés par le Premier ministre Lo afin de faire partie du gouvernement. Sonko les a clairement dit de refuser, de décliner poliment effectivement l'invitation. Ce qui augure
d'une situation, d'une crise à la tête du Sénégal et qui vont rebattre toutes les cartes politiques. Vous voyez qu'effectivement, le président Diomaye Faye est en train d'envisager envoyer le général Biram Diop au niveau de la CEDEAO. Ça veut dire qu'il veut effectivement... Nous sommes en train d'écarter, il a déjà perçu l'hypothèse d'un troisième larron. Qu'est-ce que cela veut dire? J'avais évoqué le fait que si le président Diomaye Faye n'arrive pas à s'entendre avec l'ex-premier ministre Sonko, alors et maintenant président de l'Assemblée nationale, il peut bizarrement être désactivé par effectivement le deep state sénégalais dont j'avais évoqué, qui pouvait, à travers effectivement un coup d'État néocolonialiste et France-Afrique, les déposer les deux et les remettre à la prison d'où ils sont venus, occuper le palais présidentiel, y compris actuellement l'Assemblée nationale. Alors, il faut que les deux soient conscients de cette situation, mais j'ai compris que Diomaye Faye, effectivement, dans sa démarche, a bien compris, il a mesuré l'enjeu. Voilà pourquoi il est en train de pouvoir éloigner de ceux qui étaient des caciques sur qui il n'avait aucune influence en la personne du général Biram Diop, qu'il est en train de vouloir amener à la commission de la CEDEAO pour occuper la place de celui qui est en train de quitter M. Touré. Donc, vous comprenez déjà qu'effectivement, il a compris cela. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que nous risquons d'assister à un blocage. J'avais dit qu'il n'y aura pas de blocage. En me fiant aux propos de ces mêmes personnes, aujourd'hui, le blocage semble inévitable. Parce qu'il a si bien dit, il faut que le président descende de son piédestal. C'est ce que le président de l'Assemblée nationale a dit. L'ancien président a dit. Je suppose que c'est assez grave. Et le président lui aussi dit, il avait déjà échangé avec le président, le premier ministre Sonko, avant son limogeage, il avait dit qu'il devait se voir au niveau des 20 heures à son retour d'un rendez-vous avec l'archevêque de Dakar. Et après le rendez-vous de l'archevêque de Dakar, il appelle Sonko, le premier ministre, pour lui dire qu'ils n'auront pas l'occasion de se revoir encore. Et qu'il va aller annoncer le limogeage. Donc vous comprenez qu'effectivement, les divergences sont devenues assez profondes, qui augurent effectivement d'un blocage institutionnel et même politique. En tout cas, des remous politiques, il va falloir, et bien malin qui pourrait bien faire le prédit, mais nous allons assister. Mais nous pensons que de toute évidence, alors les divergences sont tellement profondes que le président Diomaye Faye, qui n'a aucune base politique maintenant, il n'a plus de parti, il n'a plus de base, alors comment est-ce qu'il va pouvoir survivre? Voilà effectivement la possibilité pour lui de pouvoir effectivement dissoudre l'Assemblée nationale avec tous les risques de ne pas avoir effectivement une majorité qui lui soit favorable. Et que Sonko revienne encore s'imposer avec son PASTEF et bonjour les dégâts, parce qu'on risque chaque fois, si la crise est déclenchée, on risque chaque fois d'avoir effectivement des premiers ministres qui seront, à qui on va retirer la confiance. Il y aura des motions de censure qui vont l'empêcher de travailler. Voilà un peu les crises qui risquent d'arriver au Sénégal avec cette configuration que nous venons d'observer. Camarade l'avait dit, est-ce que c'est une crise liée à l'idéologie ou bien c'est une crise des personnes? Non, ici on a affaire visiblement à une crise liée à une divergence idéologique profonde. Le PASTEF est un parti révolutionnaire qui incarne les idéaux souverainistes sur tous ses pans, politiques, économiques, militaires, culturels, pour le Sénégal. Et c'est ce qui a judiciaire. Et c'est ce qui a aussi été le programme de société qui a été proposé au peuple sénégalais, qu'il a justement adoubé dans sa grande majorité. Diomaye Faye, aujourd'hui, incarne tristement les forces rétrogrades sénégalaises en lien avec l'impérialisme occidental pour justement, non seulement protéger leurs privilèges, que le traitement des fonds publics
allait justement mettre en péril, protéger leurs richesses illicites, donc leurs richesses mal acquises, que la justice, contre en tout cas la poursuite des voleurs au col blanc, allait mettre justement encore en déroute. Et donc, aujourd'hui, l'oligarchie internationale aussi voit que c'est en Diomaye Faye que les tentacules justement de domination et de pillage du Sénégal peuvent se poursuivre. Ce n'est pas avec Sonko. Donc, la rupture, elle n'est pas une rupture de faciès ou une rupture de personne, c'est une rupture profonde entre deux dynamiques qui ont toujours justement, qui se sont toujours manifestées au sommet des États africains. Celle souverainiste et celle des forces rétrogrades, réactionnaires et servant localistes. Donc, ce qui va se passer au Sénégal, sans nul doute, je l'avais dit la dernière fois, c'est une paralysie institutionnelle totale. Il ne faut pas se fier aux mots. Quand Sonko dit, écoutez, je n'utiliserai pas cet hémicycle pour faire un blocage institutionnel, c'est bien élégant, mais ce sont les faits qui vont s'imposer. Parce que, comme je l'avais dit, les projets de société qui viendront de l'exécutif ne seront pas en phase avec les aspirations du peuple, portées par le PASTEF et vaillamment portées par Sonko. Que ce soit les initiatives à l'hémicycle, les propositions de loi à l'hémicycle, ça va confronter justement à un dilatoire fabriqué par l'exécutif, parce que c'est une guerre entre l'eau et l'huile qui ne sont pas mixibles. Et donc, c'est le peuple qui va trancher à un certain moment. Et 2029 est loin pour ça. Que l'Assemblée nationale soit dissoute pour qu'on se projette encore en un trimestre à des élections, le peuple sénégalais comprendra la profondeur de la forfaiture, soit patientera et justement fera un travail encore de reconduite de la majorité des députés du PASTEF, en tout cas des candidats du PASTEF à l'hémicycle, ou bien tout simplement fera face à son obligation, qui sont entre autres désobéissance civile et tout ce qu'on peut voir. C'est dire tout simplement que la rupture, elle est profonde, elle est entretenue par des caciques dans un passé récent intouchable et qui veulent rester dans cette position-là au Sénégal, et elle est justement catalysée par l'Élysée. Et donc, face à cela, je pense que le choc doit être malheureusement violent, parce que l'affirmation et l'avènement de toute révolution se fait dans une rupture violente contre justement une structure politique, étatique, qui n'est pas en phase avec les aspirations profondes du peuple. Et ici, dans le cas précis, les aspirations profondes des Sénégalais. Ouais. Camarade Bayala, la crise est déjà installée quand on regarde un peu ce qui se passe dans les différents camps. Comment y sortir? Parce que c'est ça la préoccupation. Je pense qu'ici, il faut avouer que dans la trajectoire des deux hommes qui ont voulu libérer le Sénégal du joug colonial, il y a eu trahison. Il faut d'abord admettre, parce que pour aller vers la résolution d'une crise, il faut clairement établir les responsabilités. Le PASTEF, dont les militants sont les patriotes,
ne sont pas un patriote et antinomique à un conservateur de l'impunité, à un réactionnaire. Il est opposé au mot d'ordre de la protection de l'empire colonial. Une fois parvenu au perchoir, je pense que tout le reste n'a été que des tentatives d'aménagement après les premiers 3 mois, le premier trimestre d'exercice. Parce que je pense même que la rupture avait été déjà actée entre Diomaye et ses courtisans. Je veux parler de l'ancienne élite politique qu'ils ont évoquée, qui voulaient vivre dans une impunité de pillage de ce pays. Ils savent le tort qu'ils ont fait au Sénégal et aux Sénégalais. Et ils savent que le jour où cela va être mis sur la place publique, alors il y aura un tonnerre, il y aura renversement de situation. Mais aussi ces gens ont proposé certainement à Diomaye qu'ils avaient des leviers qu'ils allaient lui donner pour pouvoir asseoir son pouvoir. Ces leviers, c'est principalement Paris et les acteurs des institutions de Bretton Woods, notamment les dirigeants du FMI. Vous savez, tout le chaos économique provoqué par l'assistance du FMI au Sénégal. C'est l'un des scandales, je ne pense pas, en matière de gouvernance. Je pense que, moi, quand je continue de voir des experts du FMI défiler dans un pays pour oser parler de gouvernance, je dis, mais de quoi il s'agit? Alors que c'est les artisans fiefés de la corruption d'État, de la collusion, jusqu'à ce que le FMI et l'État sénégalais se rendent doublement complices de dettes imposées au peuple sénégalais et dont ils ne sont pas au courant. Donc je pense très profondément qu'il faut, dans ce clash inévitable, et comme l'a dit Labidi, 2029 c'est très loin, dans son point de presse, je pense que si on écoute de façon subliminale, on réécoute Sonko, il dit que s'ils veulent faire tomber Diomaye, ils n'ont pas besoin d'assez de temps. Ils peuvent le faire maintenant. Diomaye et Sonko mesurent avec modestie la force des leviers qui sont entre ses mains, mais a espéré pendant très longtemps que son frère allait finir par se soumettre à l'agenda politique, au programme qu'ils ont vendu aux électeurs pour mobiliser leur enthousiasme, pour mobiliser leur force élective. Ce peuple veut une rupture. Diomaye veut poursuivre une continuité de collusion entre des intérêts cupides, corporatistes d'une élite constituée de valets locaux soumis à Paris et d'un ordre imposé par Paris qui veut faire du Sénégal une chasse gardée politique dans le cadre géopolitique de la géopolitique sous-régionale, mais aussi un réservoir de ressources où Paris puise sans limite. Celui qui est à même de garantir ça à Paris, c'est Diomaye contre Sonko, dont le paradigme est suffisamment assumé, malgré les lourdes responsabilités de son statut de Premier ministre. Sonko n'a de cesse interpellé, je ne dirais pas violemment, mais de façon publique, lors de forats dont la dimension internationale et le caractère des acteurs présents n'ont pas contraint Sonko à une forme de polissement des mots. C'était des signes pour dire que nous n'avons qu'une seule perspective d'union et de sauver le Sénégal, de sauver le duo, c'est que Diomaye revienne sur l'agenda qui les a envoyés au palais. Diomaye semble absolument résigné et semble absolument être sécurisé par son alliance avec Paris, par son amitié avec Emmanuel Macron, qu'il veut reproduire un chaos parisien à Dakar en faisant en sorte, parce que c'est clair, l'Assemblée nationale, même s'il l'a dit, ne sera pas utilisée pour lutter comme un outil politique de contestation,
il reste avéré, et le camarade Naba Labidi l'a dit, il reste avéré que les deux visions politiques sont intrinsèquement et congénitalement opposées. Comment les décisions de l'exécutif vont être validées par un législatif qui a un autre paradigme de pouvoir que le paradigme souverainiste et l'autre qui est le gardien du champ colonial. Donc je pense que ici, on va aller vers une accélération de la situation parce que l'évêque, et vous savez que les oulémas au Sénégal ont un pouvoir presque supérieur à celui du président lui-même. Tous ces acteurs ont été mobilisés. Tous les recours ont été utilisés pour raisonner Diomaye, pour lui dire qu'il a été élu pour le Sénégal et les Sénégalais. Il n'est pas élu pour défendre Macky Sall ou pour préserver les caciques des pouvoirs antérieurs. Il n'est pas élu pour être le porte-parole des intérêts de Paris. Il est élu pour être le porte-parole des intérêts des Sénégalais. Donc si tous ces acteurs, jusqu'à l'archevêque, à l'évêque de Dakar, ça veut dire que assez de recours ont été utilisés. On a vu Diomaye aller lors d'une prière saluer les parents de Sonko. Ça veut dire que, y compris les ressorts familiaux, les plus sacrés, les plus intimes, ont presque dit leur dernier verdict. Il n'y a plus de conciliation possible. Il n'y a que la seule possibilité, par miracle, que Diomaye se réveille au palais et redescende de son piédestal, comme l'a dit lors du point de presse le camarade Sonko, ou à défaut, alors le clash politique va s'accélérer, mais nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Diomaye, Sonko, Ousmane Sonko, reprendra avec le PASTEF le leadership dans cette bataille qui s'annonce. Merci donc pour ces analyses. En tout cas, on va suivre de près ce qui se passe au Sénégal, car c'est vrai, la démocratie entre griffes au Sénégal avait commencé donc à faire rêver beaucoup d'Africains. Maintenant, avec la crise qui est au sommet, on se pose la question si le Sénégal n'avait pas mal à sa démocratie. En tout cas, nous allons suivre les péripéties donc de cette crise au sommet. Et bien sûr, pour déduire ce qu'on peut déduire et espérer simplement que les intérêts majeurs des Sénégalais soient pris en compte. Portez-vous bien.